Bienvenue, vous êtes avec l'Atmo Média où se rencontrent vérité, analyse et journalisme indépendant pour vous transmettre l'essentiel. L'Atmo Média, c'est plus qu'un simple média. C'est la voix des Ukrainiens en Europe, une plateforme pour la vérité, le journalisme honnête et l'information objective. Nous ouvrons pour que les Ukrainiens en Autriche et partout en Europe restent connectés à leur pays d'origine et connaissent la vérité sur les événements en Ukraine et au-delà. Et nous commençons. Les tournées de propagande russe continuent. Les loups de la nuit sont partis pour Berlin. Malgré les sanctions et les protestations, les loups de la nuit sont un club de motards pro-russes connu pour son soutien à Vladimir Poutine. En 2014, ils ont participé à l'annexion de la Crimée, affichant leur loyauté envers le Kremlin. En 2025, la vérité à moto a débuté dans l'est de la Slovaquie, passant par Svidnik et le col de Dukla. À Bratislava, les motards ont visité le mémorial slavin, où ils ont été accueillis à la fois par des sympathisants et des manifestants arborant des drapeaux ukrainiens et une banderole « La Russie est un État terroriste ». À Prague, ils se sont rendus au cimetière de Lsani, accueillis à nouveau par des manifestants dénonçant l'agression russe. L'un des motards a brandi le drapeau russe en affirmant qu'il avait apporté la flamme éternelle de Sébastopol. En raison des sanctions, de nombreux participants russes n'ont pas pu entrer dans l'Union européenne. En Slovaquie et en Tchéquie, ce sont principalement des sympathisants locaux qui ont pris part à la virée. En Tchéquie, la justice a dissous la branche locale des loups de la nuit. Le point final de l'itinéraire, le parc Treptov à Berlin, où se trouve le plus grand mémorial dédié aux soldats soviétiques. Les motards y ont organisé un événement pour le 9 mai. Ils prévoient aussi de se rendre à Vienne. Cette virée suscite des réactions controversées en Europe. Le voyage des loups de la nuit à Berlin n'est pas qu'un simple acte commémoratif. C'est un geste politique qui provoque l'indignation en Europe sur fond d'agression russe continue contre l'Ukraine. Cette tournée démontre une fois de plus comment les symboles de guerre et de propagande cherchent à s'infiltrer au cœur de l'Europe sous couvert de devoirs de mémoire. Au cœur de New York, dans la salle de l'Assemblée générale de l'ONU, un concert a retenti, celui de la chorale Touretski russe. Mais ce n'était pas qu'une simple représentation. Le 5 mai 2025, une chorale masculine russe et le groupe féminin Soprano ont donné un concert à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au programme, des chansons de l'époque soviétique. Katyusha, Smuglanka, Juravli, Nuit sombre, l'alerte Buchenwald, Jour de la victoire et même l'hymne national russe. Приятного вечера, наслаждайтесь концертом. С Днем Победы! Кумир Китайской Народной Республики Юго-Восточной Азии. L'événement était organisé par la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'ONU. Dans la salle, plus de 1800 spectateurs. La délégation ukrainienne à l'ONU s'est dite scandalisée, qualifiant le concert de danse sur les tombes. Kristina Hauvichin, chargée d'affaires ad intérim, a déclaré que la Russie utilisait la tribune internationale pour faire de la propagande et tenter de justifier son agression et déformant la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'hymne russe a retenti, une partie du public s'est levée. Pas un mot sur la guerre en Ukraine, uniquement de la nostalgie soviétique.
Cela a provoqué une vague de critiques sur les réseaux et dans les cercles diplomatiques aussi. Le concert à New York constitue une nouvelle preuve que la Russie tente de réécrire l'histoire, et cela sur la scène internationale jusque dans la salle de l'ONU. Le 8 mai, à Vienne, au cœur même des Nations Unies, un concert a suscité de vives réactions dans la communauté internationale. Et non sans raison. Dans la rotonde du centre de l'ONU, un événement culturel et commémoratif s'est tenu à l'occasion de l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'organisateur, le Club de l'art et de la littérature russe du Centre international de Vienne. Au programme, des ensembles folkloriques d'Autriche et de Tchéquie, notamment Russian Soul, Kalinka et Vltava Cossacks. L'événement a suscité l'indignation parmi les diplomates et les activistes. Dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, beaucoup voient dans ces concerts une tentative de légitimer la présence culturelle russe sur les plateformes internationales. Ce n'est pas la musique en elle-même qui a été critiquée, mais le contexte. Qui joue et dans quel but? Les diplomates soulignent la culture est une forme de pouvoir doux. Et l'ONU ne doit pas devenir un outil de propagande pour un État en guerre. Berlin annule le défilé du 9 mai. Cette année, la capitale allemande a renoncé aux grands événements des 8 et 9 mai. En lieu et place des défilés, des dépôts de gerbes et 1 minute de silence. Le tout en mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale et un signe de protestation contre la politisation de l'histoire. La police a interdit les symboles soviétiques et russes, y compris les drapeaux, les rubans de Saint-Georges et la lettre Z. Le tribunal a confirmé, dans les circonstances actuelles, ces symboles soutiennent la guerre contre l'Ukraine. Alors que Berlin a annulé les festivités du 9 mai et interdit la symbolique soviétique, à Vienne, tout s'est déroulé à plein régime. Même si nous, avec notre équipe, avons demandé à la police autrichienne de restreindre les démonstrations des partisans du régime russe par respect pour les Ukrainiens et la démocratie européenne, la police a ignoré notre demande. Dans la capitale autrichienne, un rassemblement massif s'est tenu avec des drapeaux soviétiques, des rubans de Saint-Georges et des chansons de l'ère de la guerre. Les participants au défilé portaient des drapeaux soviétiques, des portraits de Staline et d'autres symboles liés à la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Un concert a eu lieu avec des chansons d'époque, telles que Katyusha et Trois tankistes. Les partisans du régime russe ont aussi utilisé des chansons positives sur l'amour, la mer, l'amitié, la paix, selon la formule classique pour dissimuler leurs propres crimes et ceux de leur pays d'origine, la Moscovie. Et bien sûr, on a vu des banderoles avec des mots « Merci grand-père pour la victoire ». Des Ukrainiens ont également manifesté contre cette mascarade. Malgré la neutralité de l'Autriche, la police a bloqué les manifestants ukrainiens comme jamais auparavant. Ce fut une honte pour le système de maintien de l'ordre autrichien. 3 manifestations ukrainiennes avaient pourtant été autorisées en accord avec la police autrichienne, y compris l'utilisation de haut-parleurs et de pancartes. Cependant, la police a activement entravé ces manifestations. Ils ont cherché toutes les occasions d'arrêter la procession, ont caché les banderoles disant Russland ist Terrorstaat, ont coupé le son des enceintes. Pour la première fois à Vienne, des trams ont même été arrêtés pour bloquer visuellement le rassemblement ukrainien. Selon les témoins, dont une collègue, le service de sécurité s'est montré agressif vers les manifestants ukrainiens. Certains agents de police parlaient même russe. Par exemple, un agent de sécurité s'est approché d'une manifestante pacifique, handicapée, criant « Russia is a terrorist state ». Lui a dit en russe de se taire, a invoqué Dieu en disant que Dieu l'avait déjà puni et a même tenté d'appeler la police contre elle. L'un des policiers, en russe,
a dit qu'elle s'en aille, admettez que cette situation est très, très étrange, en mérite une enquête des services de sécurité autrichiens. Les organisateurs se cachent derrière le mot antifascisme, mais pour la communauté ukrainienne, c'est un affront aux victimes de la guerre actuelle. De nombreux Autrichiens étaient profondément mécontents de ce spectacle indécent. Certains ont dit avoir honte et ne pas comprendre comment cela avait pu se produire. En dehors de Berlin et Vienne, entre le 8 et le 10 mai, des événements se sont tenus dans toute l'Europe comme réponse puissante à la propagande russe. Dans des dizaines de villes, Ukrainiens et Européens se sont unis pour empêcher le Kremlin de déformer l'histoire, de banaliser la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et d'imposer de faux récits à travers des symboles de la victoire. Les pays baltes, une position claire et des interdictions tristes. La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie comptent parmi les pays les plus fermes d'Europe dans la lutte contre la propagande russe. En Lettonie, notamment à Riga, les autorités ont interdit tout rassemblement le 9 mai et les symboles soviétiques sont officiellement considérés comme totalitaires. La police a arrêté plusieurs membres du régiment Immortel pour violation de la loi. En Lituanie, à Vilnius, au lieu de célébration, une exposition intitulée « Le militarisme russe, c'est une menace pour la paix » a eu lieu. Les participants ont apporté des photos de victimes ukrainiennes et des pancartes disant « Nous nous souvenons, nous ne permettrons pas que cela se reproduise ». En Estonie, à Tallinn, notamment, une marche silencieuse avec des drapeaux ukrainiens et estoniens a été organisée. Les autorités ont mis en garde les citoyens contre les provocations. Les activistes russes qui ont tenté d'organiser des dépôts de fleurs symboliques ont reçu des refus officiels et des avertissements juridiques. Les trois pays baltes soulignent la mémoire de la Seconde Guerre mondiale ne doit pas devenir un outil de guerre hybride, mais un enseignement pour éviter que l'histoire ne se répète. Ces journées n'ont pas été qu'un simple souvenir de passé. Elles ont montré que la mémoire est aussi un champ de bataille et que l'Europe sait désormais voir dans le drapeau rouge une menace contemporaine. Oui. République tchèque. À Prague, le 9 mai, des militants ont organisé une action intitulée « Plus jamais, c'est maintenant », où sont intervenus historiens, témoins et diplomates. Sous un monument soviétique, ils ont exposé des photos de villes ukrainiennes détruites. Boutcha, Izium, Mariupol. Les gens ont scandé « La Russie est occupante » et ont souligné qu'il était inacceptable de comparer la libération de l'Europe du nazisme avec l'agression actuelle de la Russie. France. Lors des journées de commémoration, la Russie a tenté de diffuser l'un de ses pires faux. Une vidéo montée dans laquelle Emmanuel Macron cacherait prétendument de la drogue lors d'une visite à Kiev. Les autorités françaises ont rapidement démenti la vidéo, la qualifiant d'attaque de désinformation visant à saper la solidarité avec l'Ukraine. Le ministère de la Défense a averti que de telles tentatives seraient considérées comme des actes de sabotage informationnel. Pologne. Le 10 mai, les autorités polonaises ont révélé avoir démantelé un réseau pro-Kremlin actif sur les réseaux sociaux. Composé de blogueurs et de prétendus experts, ce réseau diffusait des récits tels que l'Europe est fatiguée de la guerre ou l'Ukraine doit faire des compromis, visant à influencer l'opinion publique avant les élections européennes. Cependant, la réaction de la société polonaise a démontré une mémoire vive de l'occupation soviétique, rejetant ces tentatives de manipulation. Alors que la Russie tente d'imposer son récit impérialiste, les Ukrainiens et leurs alliés européens affirment « Nous connaissons la vérité et ne permettrons pas sa désinformation ». La Russie utilise systématiquement la désinformation et le sabotage comme outil de guerre hybride contre l'Europe. L'incendie criminel du centre commercial Marivilska
1944 à Varsovie en mai 2024, attribué au service secret russe, en est un exemple concret. Cette attaque, qui a détruit environ 1400 boutiques, a particulièrement touché la communauté vietnamienne de la ville. Plusieurs suspects ont été arrêtés et d'autres sont activement recherchés. En réponse, la Pologne a annoncé la fermeture du consulat russe à Cracovie. Parallèlement, des attaques informationnelles telles que de fausses accusations contre les dirigeants de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni concernant la consommation de drogue lors de visites à Kiev visent à discréditer les opposants politiques du Kremlin et à semer la méfiance parmi les citoyens européens. Ces actions s'inscrivent dans une stratégie plus large de la Russie visant à affaiblir l'unité européenne et le soutien à l'Ukraine. En diffusant de fausses informations et en mettant des actes de sabotage, le Kremlin cherche à détourner l'attention de sa propre agression et à créer le chaos dans les pays opposés à sa politique. Il est crucial que les pays européens restent vigilants et unis pour contrer ces menaces, protéger les valeurs démocratiques et défendre la vérité face à la désinformation. Analyse histoire. Pourquoi cette guerre aujourd'hui? L'invasion de l'Ukraine par la Russie trouve ses racines dans des différences historiques, culturelles, psychologiques profondes entre les deux nations. Rapport au pouvoir, ukrainiens, ils ont tradition de gouvernance démocratique avec des exemples tels que les conseils cosaques et les mouvements de Maïdan, reflétant une méfiance envers le pouvoir centralisé. Et Russes, ils ont toujours tendance à sacraliser le pouvoir, acceptant historiquement des régimes autoritaires, où le dirigeant est perçu comme le père de la nation. Individualisme versus collectivisme. Ukrainiens valorisent la liberté personnelle et l'individualité, même au sein des structures communautaires. Oui. Et Russes, ils aiment le collectivisme, oui, qui prédomine, les intérêts individuels étant souvent subordonnés aux objectifs de l'État ou du collectif. En ce qui concerne la religion et spiritualité, ukrainiens, ils ont la religiosité qui est personnelle, mêlant tradition chrétienne et rites pré-chrétienne. Et Russes, l'orthodoxie est étroitement liée à l'État, la religion servant souvent à légitimer le pouvoir. Rôle de la femme, ce qui est très important, l'Ukrainien, la femme occupe une position élevée, célébrée dans le folklore comme gardienne du foyer et de la communauté. Et Russe, les traditions patriarcales dominent, la femme étant souvent perçue comme subordonnée à l'homme. Humour et folklore ukrainien, l'humour est empreint d'autodérision et d'ingéniosité avec des contes valorisant l'intelligence. Et russe, l'humour peut être plus dur avec des contes où des héros attendant souvent une intervention divine ou miraculeuse. Orientation civilisationnelle pour les Ukrainiens, tournée vers les valeurs européennes telles que la liberté, les droits de l'homme et la démocratie. Et les Russes, c'est plutôt tendance à l'isolationnisme et à l'idée d'une voie spéciale, souvent accompagnée d'une rhétorique anti-occidentale. Ces différences fondamentales expliquent en partie les tensions actuelles. Les Ukrainiens aspirent à la liberté, à la dignité et au respect, tandis que le modèle russe privilégie le contrôle sur l'individu. C'est dans ces divergences profondes que réside la réponse à la question de nos différences. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez notre contenu et prenez soin de vous. Gloire à l'Ukraine!